sur Spring Initializer. On va voir ensemble en fait comment utiliser cet outil-là pour le customiser et puis générer nos propres versions du générateur d'application Spring Boot. Quelques mots sur moi. Donc, je m'appelle Tin Kondo. Je suis software engineer chez Sphere depuis bientôt 9 ans. Je travaille actuellement en mission à la Bourse de Luxembourg. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur Twitter, ou me contacter par email. Je suis assez passionné par tout ce qui touche à Angular et à Spring Boot en particulier. Mais aussi par l'open source. Donc, comme vous pouvez le voir, je publie régulièrement des petits outils et librairies en rapport avec ces technologies-là, que vous pouvez également retrouver sur mon compte GitHub. C'est open source, c'est gratuit, donc vous pouvez, si vous êtes intéressé, participer au projet si vous en trouvez une utilité. Et aussi mettre des étoiles si vous avez déjà utilisé un projet et vous appréciez. C'est toujours intéressant de montrer l'intérêt par une petite étoile sur GitHub. Alors, voilà un peu l'agenda de quoi on va parler aujourd'hui ensemble. Donc, on va faire une overview assez rapide sur Spring Boot. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les différentes features qu'on a autour de cette librairie-là? On va aussi faire une overview rapide de Spring Initializer. Ensuite, on verra ensemble comment en fait faire pour créer sa propre version du générateur Spring Boot, parce que c'est ce que c'est en fait Spring Initializer. On verra les différents concepts par rapport à ce qu'on peut utiliser comme API pour le faire, et on le fera en pratique ensemble avec un use case assez simple dans le cadre d'une démo. Et on finira en fait en voyant comment est-ce qu'on peut étendre et aller plus loin. Donc, Spring Boot. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à présenter sur Spring Boot. C'est en fait le framework Java qui permet par excellence de créer une application web qui est standalone, c'est-à-dire qui contient tout ce qu'elle a besoin pour tourner, qui est assez prête pour être quasiment déployée en production. Et en fait, qui fonctionne tout simplement parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites underground par l'équipe de Spring qui font qu'il n'y a pas besoin bien souvent de créer des configurations compliquées pour avoir une application qui fonctionne. Et donc, ça simplifie énormément l'usage d'un Spring classique. Pour ce faire, ça utilise un certain nombre de features. Donc, la première chose, c'est que ça encapsule toutes les dépendances que vous avez dans votre application. Donc, vous avez une sorte de jar ou de war qui contient tout ce qu'il faut pour tourner, y compris le serveur d'application nécessaire pour faire exécuter l'application. Donc, c'est par défaut Tomcat qui est embarqué. Et vous pouvez aussi, via les paramètres, changer pour, par exemple, utiliser à la place Jetty ou Undertow. C'est prévu dans la librairie. Ça fournit un certain nombre de dépendances, on va dire, customisées à la sauce pivotale. C'est-à-dire que ce sont des dépendances qui sont prêtes, qui encapsulent un certain nombre d'autres petites dépendances et qui vous permettent de facilement démarrer un type d'application. Typiquement, si vous voulez, par exemple, faire une application qui communique avec une base de données SQL, vous avez un starter qui va bien, qui s'appelle Starter JPA, qui va vous apporter tout ce que vous avez besoin comme autre dépendance pour pouvoir faire du Spring Boot. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec Spring Data, toutes les dépendances en rapport avec Hibernate, et toutes les versions de ces dépendances-là sont automatiquement gérées par le starter, de sorte que vous n'avez pas, vous, à vous embêter à savoir si telle version de la dépendance par exemple, du driver SQL, est-ce qu'il est compatible avec la dernière version d'Hibernate. Tout ça, c'est géré par vous, par le starter. Donc, c'est assez intéressant et ça vous simplifie énormément votre configuration. Et aussi, ça supporte un certain nombre de librairies tierces. La plus grande partie des librairies tierces sont supportées out of the box par Spring Boot, que ce soit du Apache MQ ou du Elasticsearch. Il y a énormément de configurations qui existent, qui sont déjà prêtes, que vous pouvez quasiment utiliser directement dans votre projet sans avoir besoin de over-customiser ou de configurer davantage. Je disais à l'introduction que c'était aussi
moyen de créer des applications qui étaient production ready, c'est-à-dire que vous avez ce nombre de features qui sont taillées exprès pour vous permettre de monitorer en fait votre application une fois qu'elle est déployée sur la plateforme cible. Donc, ça inclut par exemple tout ce qui est health check, pour vérifier si votre application est up and running, si tous les composants dont elle dépend sont disponibles. Vous avez également la possibilité d'avoir des métriques, genre savoir par exemple les connexions à la base de données, le coût de connexion, les nombres de requêtes qui sont faites vers votre moteur de base de données. Tous ces genres de métriques et plein d'autres sont présents, sont disponibles via des modules spécifiques de Spring Boot. Et le dernier point aussi, c'est que c'est une configuration qui est faite de façon, avec la même façon de faire sur Spring, c'est-à-dire que ça n'utilise plus du tout la façon de configurer votre application via des fichiers XML. Tout est fait via des bins, donc via des classes Java. Donc, ce qui apporte l'avantage de pouvoir avoir un feedback assez immédiat lorsque vous faites votre configuration, puisque par exemple, si vous référencez une classe qui n'existe pas ou un paramètre qui n'existe pas, étant donné que ce sont des classes Java, vous avez tout de suite le feedback dans votre IDE, donc vous ne perdez plus de temps que vous aurez perdu avec une configuration en XML. Tout ça, c'est assez intéressant et c'est intégré dans Spring Boot de base. Donc, ça a quoi comme avantage? Mais ça permet justement de gagner en productivité, en fait, puisque c'est facilement... la grande partie de la configuration est gérée pour vous. Donc, du coup, ça vous réduit votre temps pour démarrer un projet qui fonctionne simplement. C'est aussi très, très, très bien documenté. Le site de Spring, c'est l'un de mes sites préférés parce que justement, la documentation est super claire. Quasiment tous les composants sont documentés, détaillés. Vous avez des exemples à la fois sur le site, mais aussi des liens vers des projets GitHub de démos qui vous expliquent comment utiliser tel ou tel aspect. Donc, c'est super intéressant d'avoir de l'assistance en fait par rapport à ça. Sans oublier que c'est aussi très, très, très activement maintenu par Pivotal. Donc, c'est la boîte qui est derrière en fait, Spring et Spring Boot. Et la communauté aussi qui est derrière est super, super réactive, que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur GitHub. Lorsque vous avez une question, c'est souvent très, très facile d'avoir de l'aide assez rapidement. Et donc, du coup, ça fait que c'est en fait le de facto, la solution de facto qui est utilisée lorsque vous avez besoin de développer un microservice qui est basé sur Java. Donc, Swing Initializer, c'est quoi? C'est en fait, c'est le nom de code, on va dire, du projet qui se trouve derrière la fameuse URL que vous voyez là, donc start.spring.io. C'est de facto l'outil qui est utilisé pour générer une application Spring Boot. Ça vous permet en fait de dire différentes informations par rapport à votre projet, à savoir le système de bits que vous voulez utiliser, si vous voulez faire du Maven ou du Gradle. Vous avez également le choix via cet outil-là en ligne de spécifier le langage que vous voulez utiliser, donc entre Java, Groovy, Kotlin, et aussi d'autres informations en rapport avec votre projet. C'est utilisable donc, par défaut via un navigateur Internet, mais il faut savoir que c'est aussi possible d'accéder au même back-end qui se trouve derrière cette adresse-là. C'est possible également d'y accéder via la ligne de commande ou via un éditeur. Par exemple, je sais qu'il y a dans IntelliJ version Ultimate, il y a un plugin Spring Boot qui est intégré dans l'IDE et qui vous permet de générer, pareil comme dans l'interface du starter qui est en ligne, qui vous permet de générer votre projet Spring Boot et de choisir les paramètres en rapport avec le système de build, avec la langue, avec la version, de la même manière que sur le site. Donc, c'est super puissant. Le site, je pense que vous le connaissez tous, donc ça ressemble à ça, en fait. Donc là, vous retrouvez, en fait, les différentes informations de votre projet, enfin, du projet que vous voulez générer. Donc, à savoir si c'est un projet Maven ou un projet Gradle, le langage à utiliser, les dépendances que vous voulez mettre, la version de Spring Boot que vous voulez utiliser, et aussi les différentes informations qui sont en rapport avec le projet que vous voulez générer. Donc, à savoir le groupe ID, l'artefact, enfin, différentes informations qui vont servir après à identifier le projet une fois qu'il sera généré. Donc, ça, c'est la version, on va dire, en classique. Depuis peu, je crois qu'ils ont intégré le dark mode aussi. Donc, pour ceux qui sont fans du dark mode, c'est possible
d'afficher l'interface aussi en mode sombre et les fonctionnalités restent exactement les mêmes. Donc ça c'est on va dire la version graphique du Spring Initializer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ce module-là, pardon, derrière cette interface-là, il existe maintenant une librairie que vous pouvez customiser et qui vous permet en fait de générer votre propre générateur de projet Spring Boot. C'est ce qu'on va voir là maintenant. Cette librairie-là, donc elle n'a pas toujours été comme ça par le passé. Avant, c'était un ensemble de projets qui étaient organisés un peu comme vous pouvez le voir, avec différents modules qui n'étaient pas forcément très, très extensibles au tout début quand le projet a commencé. Et depuis, je crois, février de l'année dernière, ils ont beaucoup refactoré le projet de base et ils ont fait en sorte en gros, de déstructurer le projet principal en différents petits modules qui sont du coup plus extensibles et que vous pouvez facilement étendre pour vos propres besoins. Parce qu'avant, dans l'ancienne implémentation, il fallait forquer le projet complet pour pouvoir en fait modifier différents aspects. Là, maintenant, ce n'est plus le cas via la nouvelle API, donc qui est beaucoup plus structurée et qui est éclatée pour permettre en fait de générer votre propre version sans avoir besoin de forquer et de juste en fait étendre le générateur de base. Donc, ça se divise en différents modules. Je crois que le schéma n'est pas tout à fait à jour parce que j'ai encore regardé il n'y a pas très, très longtemps. Il y a d'autres modules qui se sont rajoutés depuis sur le projet. Mais en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a différents modules et les principaux modules qui nous intéressent, nous, dans le cadre d'une customisation du générateur, c'est le module donc, qui est tout en bas, le Initializer Generator. En gros, ça, c'est le projet qui contient en fait toute l'abstraction pour pouvoir générer votre projet Spring Boot. Et les deux autres projets qui nous intéressent, c'est la version Initializer Generator Spring. Donc, c'est le module qui se trouve au milieu. Donc, ça contient en fait les customisations de génération telles qu'elles sont présentes sur le site officiel, donc sur l'interface en ligne qu'on a vu juste avant, le start.spring.io. Par défaut, ça a des customisations de génération qui suivent plus ou moins les guidelines de Spring, dont vous pouvez soit utiliser tel quel, soit également étendre à votre sauce. Et c'est un peu ce qu'on va voir pendant cette présentation-là par la suite. Donc, comment ça fonctionne? En gros, dans la nouvelle version de l'API du Spring Initializer, ils ont mis des hooks qui vous permettent en gros, de rajouter des classes ou du code qui va être appelé à certains moments clés dans la génération du projet et qui vont vous permettre en fait de reprendre la main pour customiser, pour changer comment un fichier ou comment est-ce qu'un dossier va être généré. Donc, il existe plusieurs types de customizers qui sont prévus par la librairie Spring Initializer. Et il suffit pour vous, en fait, de déclarer vos propres customizers, en gros, et de les connecter, de les brancher dans votre projet pour au moins, il va générer une nouvelle application. Il va, en gros, lister tous les différents hooks qui sont installés, donc toutes les différentes extensions qui sont installées. Et suivant qu'il est dans dans la bonne phase dans la génération du projet, il va appeler le hook qui correspond. Donc, typiquement, vous avez un hook qui permet de customiser le build du package. Par exemple, si vous décidez que vous voulez utiliser, vous voulez générer un war et non pas un jar, typiquement, lorsque vous le faites sur l'interface de Spring Initializer, ce qu'il fait derrière, c'est qu'il vous crée un projet Maven avec un POM. Dans le POM, il précise au niveau des coordonnées de l'artefact que vous voulez builder un war. Si c'était un projet Gradle, c'est à peu près similaire. Pour pouvoir, en gros, builder un war, dans Gradle, il faut utiliser un plugin spécifique qui s'appelle war. Donc, en fonction de ce que vous choisissez comme option dans l'interface, donc là, ici, c'est ce que vous retrouvez, en fait, via la notation add conditional on packaging. Donc là, ici, le paramètre qui est passé, c'est pour dire que si l'utilisateur a choisi de générer un war, alors qu'est-ce que ça fait, ce bout de code-là? Ça fait que dans le fichier Gradle qui est généré,
il va rajouter le plugin WAR qui permet de effectivement créer le WAR au moment où vous lancez Gradle. Là, ça, c'est une version pour Gradle, mais l'équivalent existe aussi si j'avais choisi de générer un POM. Donc là, ce customizer-là, il est appelé au moment du build, au moment de la customisation de la partie qui est en rapport avec le build de votre package. Il existe d'autres types de customizer, donc, par exemple pour modifier la façon dont le code source qui accompagne les projets Spring Boot est généré. Donc, c'est ce qu'on appelle les source file customizer. Donc, eux, vous pouvez les étendre. Donc, c'est encore un autre type de hook que vous pouvez étendre si vous voulez en fait intervenir au moment où il va entrer dans la phase de génération des fichiers, dans le processus de génération. Il y a un autre hook qui existe aussi, donc un autre point d'extension qui existe, c'est le projet contributor. Ça, c'est vraiment un hook un peu plus global, qui lui, en fait, il va intervenir dans la phase qui consiste à créer les différents fichiers, les différentes ressources dont vous avez besoin. Par exemple, lorsque vous générez un projet via le générateur, vous allez avoir un répertoire source main Java, source main ressources, par exemple. Et donc, ces fichiers sont créés via des contributeurs, en fait. Donc, ce sont des points de hook que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez vous connecter et vraiment intervenir au moment du lifecycle qui correspond dans le processus de génération de votre projet. Donc, en gros, c'est un peu les différents aspects dont il faut savoir pour pouvoir customiser la librairie. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut le faire, en fait. Mais surtout, on va voir pourquoi est-ce qu'on doit le faire, pourquoi est-ce qu'on doit faire ce genre de customisation. Ben, typiquement, je pense que Spring Boot, tout le monde le sait maintenant, c'est un peu le style de projet de base quand on fait une application Java. Et c'est la plupart des projets qui sont démarrés en Spring Boot passent par le starter officiel, le start.spring.io. Et ça a l'avantage, en fait, d'être plus facile à maintenir qu'une documentation, en fait. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir quelque part dans votre société un fichier README qui dit que oui, pour pouvoir générer un projet de microservice, il faut créer un fichier Spring Boot comme ça en exemple. Là, vous avez quelque chose qui est centralisé, qui du coup peut être facilement mis à jour en fonction des guidelines de votre entreprise et surtout qui est le point principal de sortie de nouveaux projets que vous voulez initier dans votre entreprise, en fait. Donc, ça a l'avantage de pouvoir uniformiser pas mal de choses au niveau de vos microservices, puisque vous pouvez faire en sorte que les projets qui sont générés vers ce starter-là soient vraiment taillés en fonction des besoins, en fonction des librairies, en fonction de l'environnement que vous avez au sein de votre entreprise. Et l'autre intérêt aussi, c'est que pour les personnes qui viennent d'arriver dans le projet, souvent, plutôt que d'avoir des longues readme à lire pour pouvoir savoir comment générer un projet de base, comment utiliser telle librairie qui est spécifique à votre entreprise, on peut très bien imaginer que dans votre générateur, tout ça, c'est automatiquement géré. Et du coup, quelqu'un qui arrive, il dit ce qu'il veut comme dépendance et le générateur s'occupe de faire le travail pour lui. Donc, ça a vraiment un intérêt de pouvoir en fait être capable de générer sa propre version du générateur. Donc, comment ça se passe concrètement? C'est super simple en fait. On va le voir ensemble. Pour générer donc un nouveau générateur d'application Spring Boot, le point d'entrée, c'est une application Spring Boot. Donc, du coup, on va le générer en utilisant le starter officiel. Donc, c'est pour ça un peu que je parlais ici d'Inception, c'est-à-dire que pour générer votre propre générateur, vous passez par le générateur officiel. Et là, il faut donc juste, pour pouvoir commencer, rajouter une dépendance de type web, donc Spring Web, parce que finalement, en fait, un générateur, c'est une application web en gros, en fait, avec un endpoint qui va être exposé par défaut en JSON, mais c'est une application web. Donc, en utilisant le générateur, vous pouvez commencer et générer un projet Spring Boot qui a cette dépendance-là. Bien sûr, vous pouvez l'écrire dans la langue que vous voulez, que ce soit du Kotlin, du Java ou du Groovy. Et aussi choisir le système de build que vous voulez. Une fois que tout ça, c'est fait, la prochaine étape, ça consiste en fait, donc c'est un peu ce que je vous ai expliqué ici. Donc là, vous choisissez les différentes informations, vous choisissez surtout la dépendance Spring Web, qui est en fait la seule nécessaire et la seule dépendance minimale pour pouvoir commencer votre application. Plus tard, vous pouvez rajouter d'autres dépendances. Par exemple, si vous voulez par la suite
monitorer votre propre instance du générateur. Vous pouvez rajouter la dépendance sur le actuator, pouvoir avoir les métriques et toutes les informations de monitoring. Mais pour un truc de base, pour commencer, juste la dépendance sur le Spring Web est nécessaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Donc, une fois que vous avez fini tout ça, donc vous allez générer votre projet Spring Boot. Vous allez avoir votre zip, vous le dézippez, vous l'ouvrez dans votre IDE préféré. La première chose qu'il faut faire, donc, c'est en gros rajouter effectivement la dépendance, les dépendances vers la librairie Initializer pour pouvoir en fait bénéficier de toutes les classes qui sont définies dans la librairie. Donc, il y en a deux qui nous intéressent principalement, comme je le disais en introduction, c'est le Initializer Web et le Initializer Generator Spring. Donc, le deuxième, ça contient des customisations, on va dire, qui sont comment dire, promues par l'équipe de Spring, donc des customisations officielles, on va dire. Et le deuxième, ça contient tout ce qu'il faut pour pouvoir, en fait, démarrer votre application, votre future application de générateur customisé, donc toutes ces dépendances de l'initializer qui permettent, en gros, de démarrer le serveur en mode web. Ensuite, il faut rajouter dans votre POM toujours une autre, alors une dépendance un peu spéciale qu'on appelle en fait un BOM. Donc ça, c'est une sorte de super POM qui définit toutes les versions dont vous avez besoin au niveau du Spring Initializer. Je ne sais pas si vous vous rappelez du schéma au début. Donc, il y a plusieurs modules dans le projet Initializer et toutes ces versions-là sont régénérées de manière centralisée dans un projet qui s'appelle l'Initializer BOM. Donc, c'est juste pour pouvoir facilement, en fait, dans votre POM, pas avoir besoin de référencer toutes les versions de chaque module. Vous pouvez directement, en fait, utiliser, déclarer les dépendances. Et c'est le BOM qui s'occupe, en fait, lui, de tirer les versions de chaque sous-module, en quelque sorte. Et donc là, c'est une étape qui est importante pour qu'il puisse retrouver les différents modules. Ensuite, l'autre étape, c'est... Voilà, donc ça, c'est un peu un récapitulatif de ce que je disais tout à l'heure. Donc, si vous avez fait tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, à la fin, vous allez vous retrouver avec un POM qui aura donc les deux dépendances nécessaires pour Spring Initializer, plus la dépendance du starter web pour pouvoir faire une application web. Et en dependency management, la section qui déclare le super POM de Spring Initializer qui, lui, tire automatiquement toutes les versions dont il a besoin pour les sous-modules du Spring Initializer. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc là, vous avez une application qui est quasiment prête, vous pouvez la démarrer. Mais si vous la démarrez, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui apparaît, parce qu'il faut, en fait, en plus, customiser votre application properties pour pouvoir, en fait, comment dire, personnaliser les paramètres qui sont liés à la génération. C'est un peu abstrait comme ça, mais on va le voir en détail dans un exemple. Ça sera beaucoup plus clair. Une autre étape aussi, ça consiste en fait, par exemple, à dire, donc une fois que vous avez récupéré le projet, modifié l'application.yaml, donc les différentes informations qu'il faut mettre pour pouvoir customiser les différents aspects du générateur sont les suivantes. Donc là, en fait, vous voyez au tout début, il y a, donc c'est du YAML, hein, c'est mieux de le faire en YAML parce que on va dire les properties qui permettent de customiser le générateur sont toutes préfixées par Initializer et elles ont des noms qui sont assez longs. Donc, ce serait très, très long si vous le faisiez en version Application Properties. Donc, c'est mieux de le faire en version YAML. C'est plus hiérarchisé, c'est plus facile à lire. Donc là, vous retrouvez différentes informations. Donc là, par exemple, au tout début du fichier, on retrouve en fait des informations de base qui servent à, on va dire, à nommer le package Maven ou le package Gradle qui doit être construit. Par exemple, vous avez donc là le nom du projet, vous retrouvez le groupe ID par défaut. Donc là, pareil, si vous voulez, par exemple, customiser le groupe ID dans votre société pour que ce soit le même pour tous vos applicatifs, vous pouvez le faire via cette option-là. Et vous pouvez également choisir la façon on va dire, de builder votre futur projet. Donc, soit vous voulez faire du Maven, soit du Gradle. Donc, ça, c'est la section qui est en dessous, juste après le dernier Hellosphere, qui définit l'artefact ID. C'est la section qui s'appelle Type, en dessous. Donc là, vous précisez, en fait, si vous voulez générer un projet Maven
ou un projet Gradle. Donc, ce sont les deux build systems qui sont actuellement gérés. Et par la suite, vous avez aussi d'autres informations pour customiser le packaging. Par exemple, si vous voulez à la fin générer un jar ou un war, donc c'est ce que vous pouvez customiser via la section packaging. À chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, il y a à côté de chaque groupe de paramètres, donc il y a souvent le nom identifiant et il y a souvent un paramètre booléen qui dit si c'est default ou pas. Ça pour en fait but de pré-cocher l'option si vous précisez rien. Par exemple, si vous allez sur l'interface du starter officiel start.spring.io, par défaut, lorsque vous regardez le packaging, c'est en mode jar, parce que c'est le jar qui est sélectionné par défaut. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi vous renforcer si vous voulez que dans votre société, par exemple, qu'on ne puisse pas faire autre chose que des jars. Vous pouvez aussi le renforcer et donc exclure toutes les autres options qui sont disponibles. Par exemple, ici, dans ma customisation, je n'ai pas du tout la possibilité de choisir war. Ça peut que être des jars dans mon packaging. Et pareil aussi, en continuant, donc j'ai une section qui définit les versions de Java que je veux utiliser, que je supporte. Donc, par défaut, sur le starter officiel, il me semble qu'il supporte actuellement les versions 8, 11 et 14 de Java. Là, moi, dans ma version, je l'ai dit, OK, moi, je ne veux pas commencer à utiliser Java 8, donc je l'ai exclu de l'ensemble des valeurs possibles. Donc, ça, c'est un cas où c'est plusieurs valeurs qui sont possibles. Et j'ai dit, en fait, que je voudrais que tous mes projets ne puissent commencer qu'à partir de Java 11. Parce que Java 8, bon, ça fait quand même longtemps que c'est sorti. C'est toujours maintenu, mais bon, c'est plus forcément la dernière version de Java. Il est temps de passer à autre chose. Donc, ici, je renforce le fait que tous les projets que je vais générer, ils peuvent commencer qu'à partir de Java 11. Et par défaut, si l'utilisateur ne précise rien, ce sera Java 11 qui sera choisi parce que c'est la valeur par défaut. Voilà. Donc ça, c'est une customisation qui est possible. Et en continuant aussi, j'ai la possibilité de customiser les langues qui sont disponibles, les langages qui sont disponibles. Sur le starter officiel, on peut choisir entre Java, Kotlin et Groovy, donc les trois langues de la JVM, supportées par la JVM, entre autres. Moi, je peux décider que dans mon entreprise, tous mes développeurs, ils font que du Java, par exemple. Donc, je peux exclure les deux autres options et ne garder que le Java. Donc, c'est pour ça que j'ai ici, on ne retrouve pas le Kotlin ou le Groovy qui est visible sur le site officiel, sur le starter officiel. Et en dernier, je peux également customiser la version du Spring Boot par défaut, sur lequel va être basé mon futur projet. Donc, par défaut, sur le starter, j'ai le choix entre plusieurs versions. Je crois que ça part de la 2.2.7 à la 2.4 quelque chose. Donc là, ici aussi, je peux dire que voilà, je veux que tous mes projets Spring Boot commencent à partir de la version 2.2, par exemple, ou 2.2.8, et que je n'ai que comme choix 2.2.8 ou 2.3, par exemple. Donc, je peux vraiment customiser et limiter le scope des versions que l'utilisateur peut choisir, ou au moins il génère un projet. Donc ça, ce sont différentes informations de base. On va poursuivre, on verra qu'il y en a d'autres encore qui existent que vous pouvez customiser, et pour notamment définir comment est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est disponible comme dépendance dans votre projet. Juste pour revenir à l'étape d'avant, donc là, une fois qu'on a customisé les différentes informations de base, on peut déjà tester notre générateur. Donc, comme je le disais, c'est un projet Spring Boot. Donc, je peux le démarrer comme je démarre un projet Spring Boot classique en utilisant le fameux Spring Boot Run. Je vois qu'il est démarré. Donc là, j'ai une URL sur laquelle je peux aller voir en gros mon projet qui est démarré. Donc, c'est ce que je fais là. Et c'est ce qu'on va faire plus tard dans la démo par la suite. Mais pour l'instant, c'est peut-être pas intéressant de voir à quoi ça correspond cette partie-là. Une autre étape du processus de customisation, c'est par exemple de rajouter les dépendances. Donc là, dans ce qu'on a fait jusqu'à présent, donc j'ai customisé la partie, on va dire, metadata de mon futur projet, donc tout ce qui est artifact ID, group ID, la façon de générer l'artefact final, si c'est un jar ou si c'est un war, le type de langage qui est supporté, si c'est Java ou si c'est Groovy ou Kotlin, la version de Spring Boot. Ça, ce sont les métadatas, on va dire, assez basiques. Maintenant, si je veux pouvoir customiser les dépendances, il faut modifier une autre section de mon fichier YAML qu'on a vu en introduction, parce que par défaut, si je ne précise rien, je ne pourrais pas choisir des dépendances dans mon interface par la suite. Donc, il faut rajouter les dépendances que je supporte. Et là où c'est intéressant ici, c'est que
ce que vous allez mettre comme dépendance, il n'y a que ça qui sera disponible dans votre générateur. Si par exemple vous décidez que, si par exemple dans votre entreprise, vous n'avez qu'un seul type de base de données, supposons que vous supportez que un SQL Server, que vous n'avez pas de MySQL ou que vous n'avez pas de PostgreSQL, vous pouvez décider que ces dépendances-là qui ne sont pas utiles, mais qu'elles ne soient pas du tout visibles dans votre générateur. Vous pouvez juste le restreindre à MySQL, par exemple, puisque c'est celui-là que vous supportez au niveau de vos bases de données dans votre entreprise. Donc, vous pouvez vraiment le customiser à votre sauce. Et ça évite à l'utilisateur la possibilité de choisir un driver qui n'est de toute façon pas supporté et qui ne fonctionnerait jamais dans votre infrastructure cible. Et l'autre étape, c'est que vous pouvez aussi, en plus des dépendances classiques, vous pouvez également, en fait, déclarer vos propres dépendances à vous, qui ne sont vraiment donc pas visibles sur le starter officiel de Spring, mais qui peuvent être visibles dans votre propre instance du générateur. Supposons que vous avez une dépendance maison pour faire quelque chose. Donc là, j'ai pris un exemple d'une dépendance à moi que j'utilise sur certains de mes projets, qui permet en fait de tester une application Spring Data avec Elasticsearch. Je peux décider que dans mon projet, dans mon générateur, si l'utilisateur décide qu'il veut faire du Elasticsearch, je vais, moi, lui donner la possibilité de rajouter cette librairie-là en plus dans le POM. Donc, pour le faire, il suffit de déclarer toujours dans votre fichier de properties ou YAML, rajouter une section qui définit en fait on va dire les coordonnées Maven pour pouvoir récupérer ce POM-là. Donc là, ici, il y a différentes informations qui sont nécessaires. Donc, voilà, en premier, c'est le nom que vous voulez donner en fait à la dépendance. Typiquement, c'est le nom qui apparaît lorsque vous êtes sur l'interface et que vous tapez quelque chose dans la section dépendance. Le nom qui est visible, c'est typiquement la section name qui est présente ici. Et une fois que vous avez défini ça, vous pouvez définir en fait donc les coordonnées Maven de l'artefact que vous voulez réellement utiliser. Donc ici, mon artefact, c'est une dépendance qui est sur Maven, qui a comme groupe ID comme .github.spring.es, -es data-loader. C'est un peu long, mais bon, voilà. Comme artefact ID, le Spring Data JUnit, par exemple. Et je précise la version. Je peux donner ici une description de mon artefact, de mon projet. Et j'ai une section qui est intéressante ici qui s'appelle Links. Et cette section-là permet en fait de rajouter des liens ou par exemple des informations supplémentaires pour que lorsque l'utilisateur va générer le projet, s'il utilise cette dépendance-là, Spring Boot va pouvoir en fait rajouter dans un fichier spécial qui s'appelle help.md qui se trouve dans votre projet Spring Boot généré. Il va pouvoir rajouter des informations utiles qui peuvent aider en fait l'utilisateur à utiliser la librairie. Typiquement, vous pouvez vouloir référencer le lien vers la documentation pour utiliser la librairie dans le fichier qui est généré par la suite. Donc, via cette section-là, vous pouvez vraiment en fait faire en sorte que l'utilisateur sache où se trouve la documentation de telle partie de votre librairie. Et comme c'est centralisé dans le générateur, si vous modifiez après on va dire le chemin vers cette librairie-là, vous pourrez toujours la changer par la suite. Et ça resterait centralisé au même endroit. Voilà, donc ça, c'est un peu les différentes grandes lignes pour pouvoir le faire. Donc, on va faire ça maintenant. On va créer notre propre générateur Spring Boot. Et on va un peu voir qu'est-ce qu'on va essayer, nous, de customiser dans le projet. Donc, voici un peu notre use case, en fait. Donc, on va faire en sorte de créer un générateur Spring Boot qui aura comme... sur lequel on va customiser les informations de base, de metadata, donc à savoir le groupe ID, l'artefact ID. On va mettre des valeurs par défaut qui correspondent, par exemple, à notre société. Ensuite, on va limiter le packaging. Par défaut, on a le choix entre jar et war. Nous, on va limiter ça à jar. On va limiter également les langages qui sont disponibles à Java, ainsi que les versions donc à Java 11 ou Java 14. Java 11 étant la version par défaut. On va limiter le système de build à Maven. Donc, on va exclure Gradle. On va, comme dépendance, inclure toutes les dépendances du starter officiel Spring Boot. Et on va rajouter
une dépendance à nous. Ici, j'ai pris l'exemple d'une dépendance à moi qui s'appelle Spring ES Data Loader. Donc, on va la rajouter dans l'ensemble des dépendances qui sont disponibles dans le générateur qu'on va créer. Et après, on va faire une autre customisation qui va permettre, en fait, lorsque l'utilisateur va indiquer qu'il veut, par exemple, générer une application Spring Boot qui fait du Spring Data et Elasticsearch, on va faire en sorte que automatiquement notre librairie de testing maison soit inclue dans le POM, de manière qu'il puisse directement tester par la suite sa future application Spring Data Elasticsearch. Donc ça, c'est une customisation qui n'existe pas dans le starter officiel, que nous, on va pouvoir coder et renforcer dans tous les projets Spring Boot qui vont être générés en utilisant notre starter, notre générateur à nous. Et une autre customisation qu'on va faire aussi, c'est que, donc ça c'est très spécifique à la librairie que j'utilise ici pour la démo. C'est par défaut, cette librairie-là, en gros, elle permet un peu comme un DB unit, de définir des fichiers de fixture, des fichiers de sample qui peuvent être chargés dans Elasticsearch avant vos tests et qui sont automatiquement rollbackés à la fin. Donc, par exemple, si vous voulez tester une requête Elasticsearch, on peut imaginer que vous avez déjà votre schéma de vos objets qui sont dans Elasticsearch. Vous pouvez avoir des données, des jeux de données qui sont déjà prêts, qui sont dans des fichiers JSON. Et avec cette librairie-là qu'on va utiliser au début du test, donc il va charger ces données-là dans Elasticsearch pour que vous puissiez après faire votre requête, faire vos asserts, et à la fin de votre test, il va automatiquement les enlever. Donc du coup, pour que ça puisse fonctionner, il faut que vous ayez dans votre ressource de test, vous pouvez les mettre où vous voulez, les fichiers de sample, mais une des best practices de la librairie, c'est d'avoir un dossier qui s'appelle ESData, qui va contenir vos fameux JSON de test, en fait, d'exemple. Donc là, du coup, nous, quand on va générer notre projet Spring Boot, si on détecte que l'utilisateur veut utiliser notre librairie, on va automatiquement pour lui créer ce répertoire-là dans son fichier de test. Voilà un peu le scénario de ce qu'on veut faire. Donc, on va faire ça maintenant ensemble. Je vois qu'on est un peu short au niveau du temps, donc je vais peut-être pas faire toute la démo comme j'avais prévu, mais je vais vous montrer un peu ce que j'avais déjà préparé, qui est déjà prêt, qui tourne. Je vais devoir switcher de présentateur. Donc là, je vais arrêter ici et je vais passer à mon écran. Alors, voilà. Vous voyez toujours mon écran ou pas? Ça a l'air de fonctionner, ouais. OK. Oui, c'est bon. Alors, donc on va aller sur mon projet. Donc, j'avais déjà préparé, en fait, donc, toutes les customisations dont on a parlé. On va les dérouler ensemble. Alors, c'est ici. Donc là, j'ai déjà généré, en fait, le projet. Attendez, on va commencer plutôt par le starter officiel, même si on va peut-être pas faire les customisations en live. Donc, j'ouvre mon starter officiel Spring Boot. Tac. Spring.io. Donc, comme je disais, c'est un projet Spring Boot classique. Donc, on va donner différentes informations qui nous intéressent, à savoir le groupe ID. On va donner un nom au projet. Donc, je vais l'appeler, par exemple, sphère Spring Initializer. Voilà, une petite description sympa. Sphère, pareil, Spring Initializer. Ici, je vais juste adapter un tout petit peu le nom du package. Voilà, point. Voilà, donc ça c'est le nom du package. Je vais dire que c'est un packaging jar. Par défaut, je vais prendre Java 8. Et je vais donc faire ce qu'on a dit durant la présentation, c'est-à-dire je vais rajouter la dépendance nécessaire pour pouvoir créer mon générateur. Donc c'est la dépendance sur Spring Web. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter Spring Web. Voilà. Donc une fois que ça c'est bon, ben c'est parfait. Je peux générer mon projet. Par défaut, je vais le mettre
Je vais le mettre ici. Voilà. Alors, j'ai déjà un fichier comme ça, donc je vais enlever celui-là. Voilà. Et je vais le mettre là. Donc voilà, donc là c'est ouvert. Je vais le dézipper et je vais l'importer dans IntelliJ par exemple. Donc c'est un projet Maven, donc parfait. Finish. Voilà, donc là il est importé. Maintenant, on avait dit qu'il fallait comme première étape modifier le fichier POM pour pouvoir ajouter la dépendance sur enfin, rajouter les dépendances à la librairie Spring Initializer. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Hop. Alors, ici, j'ai besoin de deux choses. Donc, j'ai besoin de rajouter le management, le BOM Spring Initializer qui permet de gérer les versions de la librairie. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Alors, juste une petite chose que je me rends compte maintenant, c'est que voilà, donc ça, c'est le fameux BOM. Ici, j'utilise une version snapshot simplement parce que la version qui est réalisée actuellement de la librairie Spring Initializer, donc c'est la version 0.8.0.release. Actuellement, elle est buggée parce que bon, je me suis rendu compte de ça il y a quelques temps. Lorsque vous démarrez en fait le projet avec cette version-là, il y a une dépendance qu'il essaie de récupérer sur un site de Spring. Et il se trouve que depuis la version 2.4, Spring a changé un peu la façon dont il nomme les versions de ses projets. Et donc, du coup, vous avez une erreur en fait lorsque vous utilisez la version qui est actuellement révisée. C'est fixé dans la version snapshot, mais du coup, il faut passer par la version snapshot. Là, ici, il râle parce que je n'ai pas pour pouvoir utiliser la version snapshot, il faut que j'ai dans mon projet le repository Spring Snapshot, que je n'ai pas du tout demandé. Donc, je vais tricher un peu. Je vais demander à avoir ça en version, voilà, depuis ici. Donc, voilà, c'est ça. Il me faut cette section-là, en fait, parce que c'est ça qui déclare les repository snapshot. Donc, je vais rajouter ça dans mon projet. Enfin, c'est tout ça plutôt. Cette section-là. Hop. Donc, ça, je vais la rajouter ici. Voilà, donc là, du coup, il devrait trouver le BOM désormais. Je sauvegarde. Donc là, j'ai le BOM. Maintenant, il me faut aussi... hop, s'il ne trouve pas. Il faut aussi que je rajoute donc les dépendances vers les fameux modules pour la librairie Swing Initializer. Donc là, il y en a deux. Je vais les rajouter là, ici. Donc, c'est... donc, c'est Spring Initializer Web et Spring Initializer Generator Spring. Donc, les deux dépendances nécessaires pour pouvoir faire tout ça fonctionner. Pourquoi est-ce qu'il est en rouge toujours? Alors, j'ai pas l'impression qu'il arrive à résoudre les dépendances. Pourtant, on a bien le repository. Ok, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je vais switcher en fait sur la démo que j'avais préparée en backup, parce que là, ça risque de prendre trop de temps et je vois qu'on n'a plus tellement de temps pour parler du reste, qui est le plus important réellement. Donc, je vais fermer ça et je vais relancer en fait le projet backup que j'avais préparé. Ça, ah non. Je vais fermer ça. Fermer ça. Hop. Et je vais... Hop. Voilà, donc, je vais enlever ça. C'est juste pour gagner du temps, en fait. Hein. Donc, j'avais préparé un backup qui était ici. On va partir de ça plutôt. Voilà, donc là, je vais l'importer dans IntelliJ. Je suis au bon endroit. Projet. Initializer. Hop, voilà. Finish. Voilà, donc là, j'ai importé en fait le projet que j'avais déjà préparé avant cette présentation. Ce qu'on faisait tout à l'heure, c'était quoi? C'est qu'on modifiait le POM pour pouvoir ajouter donc, les dépendances vers le Swing Initializer. Donc là, ici, on retrouve le fameux BOM dont je parlais et les deux dépendances donc, qui sont nécessaires, à savoir l'Initializer Web
et Initializer, Generator, Spring. Donc, à ce stade, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire fonctionner l'application. Je pourrais la lancer et j'aurais quelque chose qui serait fonctionnel. Donc, c'est ce que j'ai déjà plus ou moins fait. Et comme je disais un peu aussi en introduction, le starter, le générateur, c'est un projet web. Donc, vous pouvez accéder à ça via une ligne de commande ou via une interface graphique. Donc là, moi, je vais démarrer le projet. Je vais accéder en fait au générateur via la ligne de commande une fois qu'il sera démarré. Hop, en faisant un simple curl. Donc, localhost. Ah. Donc, je laisse le temps de démarrer. Voilà, donc là, il a démarré. Du coup, je vais, moi, en ligne de commande, accéder en fait au serveur qui est démarré, localhost 2.80.80. Et voilà, donc là, j'ai quelque chose qui apparaît. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire. Alors, je voulais le faire en étape avec vous, mais finalement, j'aurais pas le temps de le faire en étape par étape. Donc, on va directement voir ce qui est généré. Donc là, par défaut, donc j'ai déjà customisé en fait mon fameux fichier application properties, ou plutôt application YAML, en customisant certaines informations de base. Donc là, on retrouve un peu ce que peut faire le générateur. Par défaut, le générateur, il supporte le Maven et Gradle. Moi, dans ma version, j'ai customisé en disant que je veux juste faire du Maven. Donc, du coup, c'est ce qui est possible de faire. Donc, de générer soit un projet Maven, soit un projet Maven complet avec le zip, soit juste le fichier pom.xml de Maven. C'est ce qui est ici, en fait. Les deux types on va dire, de endpoint. Par la suite, tout ce qui est en dessous, après ce premier tableau, c'est en fait les différentes méthodes dont je parlais que j'ai moi customisées dans ma version. Donc là, par exemple, j'ai dit que voilà, par défaut, si l'utilisateur ne saisit rien, dans l'interface, le générateur qui va être créé, c'est un générateur qui va s'appeler HelloSphere. Donc, par défaut, il génère le nom en HelloSphere Application, qui est le point d'entrée par la suite de ma future application. J'ai customisé l'artifact ID. Donc, j'ai dit que c'est Hello-Sphere. Par défaut, sur le générateur, c'est autre chose. Donc, on va juste venir ici pour que vous puissiez le voir. Donc, par défaut, si je fais rien, alors là, j'ai déjà modifié des choses, mais si je fais rien par défaut, donc j'ai Maven et Gradle, j'ai ça comme information de metadata. Moi, dans ma version custom, je l'ai dit, je veux avoir d'autres types d'informations. Donc là, j'ai comme artifact ID par défaut HelloSphere, comme version de Spring Boot. Donc, comme j'ai rien précisé, par défaut dans ma version, c'est la 2.3.1 qui est utilisée. Comme groupe ID, donc ça, c'est le groupe ID que j'ai moi-même customisé, donc celui on va dire, en rapport avec supposons que je suis dans une entreprise, c'est le groupe ID de l'entreprise. Au niveau de la version de Java, donc par défaut, quand j'ai rien précisé, c'est la version 11. C'est Java qui est disponible par défaut. Et voilà, donc les différentes informations de base au niveau de ce qui définit le projet. Ensuite, il y a ici la section qui définit les dépendances qui sont possibles. Donc là, j'ai repris toutes les dépendances de base du starter officiel. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est super, super long. Mais dans cette liste-là, il y a une dépendance à moi que j'ai rajoutée, ou plutôt deux dépendances à moi que j'ai rajoutées, qui sont spécifiques à mon projet, à mon instance, en fait. Elles se retrouvent, voilà, elles se retrouvent ici. Ça, ce sont les dépendances custom à moi que j'ai rajoutées. Donc, c'est la fameuse librairie dont je parlais pour pouvoir tester une application Spring Data Elasticsearch. Donc là, ça existe en version JUnit 4 et JUnit 5, donc JUnit Jupyter. Et donc là, dans mon projet, au niveau des dépendances, il y a tout ce qui est possible d'avoir comme dépendance dans le starter officiel. Et il y a mes deux librairies à moi qui sont spécifiques à mon entreprise, par exemple. Donc, c'est ce qui se retrouve ici. Voilà, une fois que vous avez fini tout ça, donc là, vous voyez comment est-ce que vous pouvez en fait utiliser le générateur. Donc, autant vous pouvez l'utiliser via une interface graphique, comme c'est le cas dans le starter officiel qui est en ligne, mais vous pouvez également utiliser en fait, interroger le générateur et générer la génération d'un projet Spring Boot entièrement en ligne de commande. Donc ici, vous avez en fait un exemple de comment faire pour justement générer un projet Spring Boot rien qu'en utilisant la ligne de commande. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc c'est pendant que je veux générer une nouvelle application. Donc voilà, ici, je vais préciser des informations comme de base, comme les dépendances qui sont disponibles, donc dependencies.
dependencies. Et ici, il faut donner en fait les identifiants des dépendances que vous voulez utiliser. Donc, les identifiants, ce sont des mots-clés que vous allez pouvoir retrouver dans la configuration de votre projet. Donc, ici, dans mon projet, c'est le fichier qu'on va voir maintenant. Donc, en plus d'avoir customisé le fichier pom.xml, j'ai customisé en fait le POM pour pouvoir justement refléter ces différentes informations-là. Donc là, ici, on retrouve les métadata dont je parlais, donc tout ce qui est en rapport avec le nom du projet, l'artefact, Maven, etc. Le packaging, les versions qui sont disponibles, donc c'est ce qu'on voyait un peu dans la présentation, les versions de Spring Boot qui sont disponibles. Et toute cette section qui est ici, donc ça définit les différentes dépendances basiques qui sont sur le Spring Initializer générique. Donc ici, et moi j'ai rajouté en fait à ces dépendances-là, donc mes dépendances à moi. Donc ce sont les dépendances dont je parlais, qu'on a vu tout à l'heure dans la console. Je crois que je les avais mis tout à la fin. Hop. Voilà, elles sont ici, donc elles sont deux. Donc c'est la version, la dépendance JUnit 5, JUnit Jupyter, et la dépendance JUnit 4, qui est disponible ici aussi. Et voilà, donc là, c'est ce que j'ai customisé au niveau de mon application. Et tout à l'heure, je parlais d'identifiant de chaque dépendance. En fait, l'identifiant, c'est le fameux champ qu'on avait vu dans la présentation, ce qui est ici. Et c'est ça qui sert en fait on va dire, à retrouver une dépendance par la suite et à la référencer dans ce que vous voulez générer en utilisant par exemple la ligne de commande. Donc ici, si je veux générer une application qui utilise une dépendance spécifique, il faut que je mette comme ID cette information qui se retrouve ici, en fait. Le ID tel que moi je l'ai, tel qu'il est identifié dans le fichier de configuration. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, ça, c'est le niveau de la configuration. Mais juste avant de générer ça, on va un peu voir ce que moi j'ai customisé dans ce projet-là pour pouvoir, on va dire, l'adapter à ma sauce. Si je parviens juste à afficher voilà. Donc là, ici, c'est un projet Java de base, Java Web. J'ai mes dépendances, j'ai ma configuration et j'ai mes fameux customizers dont je parlais, en fait. Donc, on va commencer par celui-là. Donc, ça, c'est quoi? C'est les fameux hooks dont je parlais dans la présentation. Ça, c'est un hook qui permet en fait de customiser au moment où le build de l'application se fait. Donc, ici, par exemple, l'idée, c'est quoi? C'est que si l'utilisateur choisit dans les dépendances d'utiliser Spring Data Elasticsearch, donc c'est un peu la condition pour activer ma customisation, si je choisis d'utiliser Spring Data Elasticsearch, moi, je vais automatiquement rajouter ma librairie de test parmi ces dépendances dans son POM. Donc, c'est ce qui est fait ici. Pour pouvoir le faire, c'est super simple. Je crée une simple classe Java qui implémente un élément de la librairie Initializer, ici qui s'appelle Build Customizer. Donc, Build Customizer, c'est l'élément de la librairie Customizer, la librairie Spring Initializer. Ça prend en paramètre un build. Donc, ici, le build, ça peut être soit un build Maven, soit un build Gradle, ou si je ne suis pas intéressé par le type de build précis que c'est, je peux être générique et dire que c'est un build tout court, en fait. Donc, c'est ce qui correspond à ici. Le build, c'est d'ailleurs une interface qui étend à la fois le build de la version Maven et de la version Gradle. Une fois que j'ai fait ça, par défaut, j'ai une méthode qui s'appelle Customize, qui est la seule méthode que j'ai besoin d'overrider. Et là, ce que moi, je veux faire, c'est que je vais faire en sorte que si l'utilisateur a... Enfin, en gros, pour l'instant, ici, je déclare juste ce que fait mon customizer. Mon customizer, son but, c'est quoi? C'est de rajouter automatiquement la dépendance à ma librairie de test maison si je détecte que l'utilisateur fait du Spring Data Elasticsearch. Donc, c'est ce que je fais ici. Ici, le bit, ça représente donc il faut considérer que le bit, ça représente un peu soit le point.xml, soit le build.gradle. Et je rajoute en fait à ce fichier-là une dépendance qui est ma dépendance à moi, ici, que j'ai rajouté dans ma configuration. Et ici, je fais une petite customisation, c'est-à-dire que je ne me contente pas juste de rajouter la première dépendance, je tiens compte du fait qu'il génère un projet avec une version spécifique de Spring Boot. Ici, par exemple, si je fais du Spring Boot 2 ou plus, 2.2 ou plus, dans la version Spring Boot 2.2 ou plus, par défaut, lorsque vous écrivez les tests, c'est JUnit 5 qui est implémenté, qui est utilisé par défaut dans la configuration si vous ne customisez rien. Du coup, c'est ce que moi je vais faire. Vu que ma librairie existe en version JUnit 5 et JUnit 4, je vais rajouter la bonne version en fonction de la version du Spring Boot que l'utilisateur veut utiliser. Donc, s'il veut utiliser Spring Boot 2.2 ou plus, je vais
rajouter comme dépendance automatiquement la dépendance à la version JUnit 5 de ma librairie. Et si au contraire, je n'utilise pas une version Spring Boot de 2, je vais utiliser la version JUnit 4 par défaut. Donc ça, c'est une petite customisation que j'ai faite. Voilà, donc ça, c'est, je customise on va dire le build de l'application. Je peux aussi customiser d'autres informations. Par exemple, je peux dire, je veux faire en sorte, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de notre use case, on voulait que lorsque un utilisateur utilise notre librairie de test, on voulait automatiquement rajouter dans son fichier source, test, ressources, un dossier qui s'appelle USData, qui va contenir en fait tous ces fichiers tous ces fichiers fixtures de test, en fait, tous ces fichiers qui vont servir à précharger la base de données Elasticsearch pour pouvoir après lancer les tests là-dessus. Donc là, le but de ce customizer, de ce contributeur, c'est de faire en sorte de créer ce dossier-là dans mon fichier, dans mon projet quand il va être généré. Donc, si j'utilise ma librairie de test, Spring Data, Elastic Data Loader, automatiquement, ce dossier-là va être généré pour moi. Au moins, je vais cliquer sur Generate dans mon interface. Donc, ça, c'est ce que fait cette customisation-là. Donc, ça, c'est des exemples, on va dire, de customisation. C'est possible de faire encore beaucoup plus compliqué que ça, mais on n'aura pas le temps de voir tout ça aujourd'hui. Mais voilà, c'est deux exemples assez basiques de configuration. Une fois que j'ai fait tout ça, maintenant, il faut que je dise dans le dernier fichier, qui s'appelle en fait qui est le fichier un peu de central, je dois dire en fait à quel moment déclencher mes customisations. Donc, les customisations, comme on a pu le voir, ce sont on va dire des simples méthodes Java, enfin des simples classes Java qui font un traitement sur le build au moment où une étape précise est atteinte. Ici, il rajoute une dépendance. Dans l'autre, il crée un fichier dans le répertoire de test. Maintenant, il faut que je dise à quel moment est-ce que je dois déclencher ces customisations-là. Et pour ce faire, donc, il faut que je définisse un fichier principal qui est un fichier de configuration aussi, donc qui doit avoir la notation at project generation configuration. Pour info, cette annotation-là, c'est c'est une sorte de metadata qui étend le add configuration que l'on connaît tous dans Spring Boot, qui permet en fait de dire que la classe qui est là contient des définitions de bin. Parce qu'au final, nos customizers personnalisés, ce sont des simples bins Java, en fait. Donc ici, pour que Spring Boot puisse les voir, il faut que je les encapsule de cette classe-là, pour qu'ils puissent les détecter en gros. Donc ici, voilà, je vais dire, j'ai un bin qui permet de customiser lorsque l'utilisateur, utilise une dépendance précise. Donc, je disais que lorsque je détecte que l'utilisateur utilise la dépendance de Spring Data et Elasticsearch, moi, je voudrais que lorsque c'est le cas, que automatiquement, mon code, mon customizer, rajoute une dépendance à moi de testing. Donc, pour pouvoir détecter ça, il faut que je crée le bin qui fait le travail, mais que surtout, que je lui dise quand est-ce qu'il peut se déclencher. Et là, ici, par exemple, je vais dire, en gros, tu vas me créer ce bin-là si l'utilisateur a demandé une dépendance qui s'appelle Data Elasticsearch. Data Elasticsearch, c'est quoi? C'est l'ID de la dépendance du Spring Data Elasticsearch, donc le projet qui permet de faire du Elasticsearch avec Spring Data. Et cet ID-là, je ne l'ai pas inventé. Il se retrouve en fait dans le YAML qui déclare toutes les dépendances de mon projet. Si je fais une recherche rapide ici, on va le retrouver ici. Voilà. Donc là, ça, c'est la dépendance Spring Data Elasticsearch. En gros, quand je suis dans mon interface, que je tape ici Spring Data, plutôt Elasticsearch pour aller plus vite. Voilà. Cette dépendance-là qui est ici, d'ailleurs, son identifiant, c'est ce qu'on a vu en fait ici. Ça s'appelle en background Data Elasticsearch. Donc, c'est ça que je peux utiliser pour après référencer une dépendance que je voudrais targeter pour pouvoir déclencher une customisation précise. Donc, suivant que la dépendance là est présente dans ce que l'utilisateur va générer, je vais automatiquement faire appel à mon customizer qui est là. Le customizer qui est là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait simplement me rajouter dans mes dépendances et les dépendances à ma librairie de test que j'ai, qui m'est propre et qui est propre à mon entreprise, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple de customisation qui est déclenché si l'utilisateur demande une dépendance précise. Je peux faire encore autre chose. Donc pareil, ici, s'il demande une dépendance à ma librairie de test,
je vais faire en sorte, comme on l'avait dit, d'automatiquement créer le sous-répertoire US Data qui permet en fait de contenir les fichiers de test qui sont utilisés à la librairie par la suite. Donc là, pour pouvoir activer cette customisation-là, pareil, j'ai la même condition en gros qui est réutilisée ici. Je vais lui dire si l'utilisateur a demandé une dépendance qui s'appelle Spring Data Elastic, enfin Spring US Data Loader JUnit Jupyter, le nom à rallonge. Pareil, ça, c'est un identifiant que moi, j'ai donné moi-même quand j'ai créé ma customisation. Donc, ici, dans mes dépendances, elle s'appelle vraiment comme ça. Son identifiant, c'est ça. Donc, c'est vraiment ce nom-là que je dois reprendre pour pouvoir après, en gros, pour qu'il puisse la retrouver dans sa configuration. Donc là, pareil, si je demande à utiliser la version JUnit 5 de ma librairie, je vais appeler mon contributeur qui va me rajouter le dossier de test US Data. Et pareil, ici, je réutilise le même customizer parce que vu que j'ai la version JUnit 4 et JUnit 5 de ma librairie, pareil, si je détecte qu'il veut utiliser la version JUnit 4, pardon, je vais aussi appeler le même customizer pour pouvoir en fait générer le dossier de test US Data. Une fois que tout ça c'est fini, donc à ce stade, on va dire j'ai fini mes customisations, mais maintenant c'est en l'état, si je générais une application, ça ne marcherait pas parce qu'il manque une dernière étape. Il faut en fait enregistrer ma configuration qui est ici pour que Spring puisse la scanner et la voir automatiquement au moment où il va faire la génération. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écrire des autoconfigurations custom pour Spring Boot. Pour qu'ils puissent les détecter automatiquement, il faut les référencer quelque part. Et tant que vous ne le faites pas, il ne verra pas en fait vos bins en quelque sorte. Donc, pour pouvoir être complet, il faut donc créer dans votre fichier, dans votre répertoire source main ressources, un dossier qui s'appelle meta-inf, qui contient un fichier spécifique à Spring, qui s'appelle Spring Factories, dans lequel Spring, en fait, au moment où il démarre, il va dans ce répertoire-là pour chercher les autres configurations supplémentaires qu'il doit démarrer en même temps que votre application, en fait. Donc ici, pour que ça puisse fonctionner, la génération de mes différents, pour que mes bins de génération puissent être prises en compte, il faut que je déclare donc mon fichier principal que j'ai déclaré, que j'ai modifié à l'instant, et il faut qu'il soit déclaré ici, et il faut surtout qu'il ait cette clé particulière en fait. Ça c'est une clé que Spring Boot, que Spring Initializer va interpréter, et ici je peux mettre éventuellement plusieurs configurations. Là, moi, dans mon exemple, j'ai qu'un seul fichier de configuration qui, en gros, centralise les configurations lorsque je veux tester la partie Spring Data Elasticsearch de mon générateur. Mais je peux très bien imaginer que j'ai une autre configuration. Si, par exemple, je veux customiser le comportement du générateur, si, par exemple, il modifie un autre aspect de mon application. Par exemple, si par exemple, l'utilisateur utilise une dépendance, on va dire par exemple Spring Web, supposons, je peux dire en fait que si je vois Spring Web, je vais faire un autre type de customisation complètement différente que celle que j'ai fait ici, en fait. Donc là, je peux du coup avoir plusieurs configurations et il faut qu'elles soient référencées dans ce fichier Spring Factories pour qu'elles puissent réellement être prises en compte par Spring Initializer au moment où il va générer le projet. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc là, c'est la boucle est bouclée, on va dire. On a créé nos customisations, on a créé nos configurations, on a indiqué à quel moment est-ce que chaque customisation doit être, en gros, activée via les conditions. Juste pour info, donc là, c'est la condition pour dire que si une dépendance existe, on fait tel ou tel traitement. Il y a d'autres types on va dire, des conditions qui existent, en fait. Ici, par exemple, vous pouvez dire si le build system, c'est telle valeur, ou alors si le langage utilisé, c'est telle valeur. Par exemple, si c'est Java ou si c'est Groovy, je vais faire une customisation particulière. Si le packaging, c'est telle valeur, si par exemple c'est du jar ou si c'est du war, je vais faire telle customisation spécifique. Donc, vous avez plusieurs, on va dire, conditions que vous pouvez utiliser. Donc, tout ça, ça fait partie de la librairie, la fameuse librairie Spring Initializer. Et suivant les conditions qui vont bien, qui vous intéressent, vous pouvez activer ou désactiver des parties de vos customisations. Donc, que ce soit au niveau du build, au niveau du packaging, au niveau des dépendances, au niveau de la plateforme qui est utilisée. Par exemple, si l'utilisateur utilise une version spécifique de Spring Boot, vous pouvez aussi faire des traitements spécifiques.
par exemple qu'il utilise une version qui est trop ancienne, on peut imaginer que vous détectez ça, que vous le mettez un warning dans ce qui est généré comme fichier, ou que vous forcez, vous, à une version que vous supportez, que vous voulez que tous vos utilisateurs utilisent aussi. Donc, les conditionnels, il y en a plusieurs, et vous pouvez vraiment, comme je dis, intervenir à chaque moment en fait, du life cycle de la génération. Voilà, donc là, une fois qu'on a fini tout ça, donc on a la boucle est bouclée. Maintenant, on va pouvoir réellement faire l'appel au endpoint pour voir ce que ça génère. Donc là, mon backend, il est lancé. Pour info, là, j'ai utilisé la console pour pouvoir vous le montrer, mais si j'allais sur le navigateur, ça ressemble à ça, en fait. Hein. Donc ça, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure ici en console. C'est la même chose présentée en JSON, en fait, en réalité. Parce que derrière, c'est une simple réponse JSON qu'on a qui est interprétée différemment suivant que vous accédez, souvent comment est-ce que vous accédez en fait au générateur. Mais c'est des JSON, donc on retrouve les différentes dimensions qu'on a déjà vues, les dépendances qu'on supporte, les types de projets qu'on supporte, les informations de packaging, les versions de Java, les langues qui sont disponibles, les versions de Spring Boot qui sont disponibles, les informations de métadata qu'on a customisées. Donc ici, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans la console. Donc, on les retrouve ici aussi dans cet objet JSON-là. Et pour info, c'est cet objet JSON-là qui est utilisé par le starter officiel comme endpoint, en fait. Lorsque vous cliquez sur Generate, ce qu'il reçoit, c'est l'équivalent de ce qui est ici, en fait. Donc, voilà. Donc, du coup, on a tout ça. Maintenant, on va générer, en fait, une application. Et donc, on va faire ce qu'on a dit. On va dire que si on génère une application et on dit qu'on veut utiliser String Data et Elasticsearch comme dépendance, on sait qu'on doit avoir dans notre pomme la dépendance à JUnit, à la librairie de testing JUnit qui est automatiquement rajoutée dans le projet. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ici, j'ai juste précisé les dépendances. Je n'ai rien précisé d'autres. Donc, par défaut, tous les autres paramètres vont prendre les valeurs par défaut que j'ai précisées dans ma configuration YAML. Ensuite, une fois que j'ai fini tout ça, il faut donc sauvegarder le fichier. On va l'appeler par exemple HelloSphere. Principe. Donc là, j'ai lancé la requête. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a généré un fichier. Alors, si je vais sur mon répertoire, il m'a généré un fichier ici. Hop, je vais le mettre ici. Il m'a généré un fichier HelloSphere 1. Alors, je vais peut-être le mettre ici, ça va être plus simple à ouvrir. On va l'ouvrir. Et dans ce fichier HelloSphere, donc on va l'importer dans IntelliJ, hein, comme on a fait avec les autres projets. Nouveau, import, open. Non, je m'ai fait, c'était plutôt l'autre. Donc, il se trouve ici, sphère, projet, HelloSphere. On va l'ouvrir. New window. Voilà. Donc là, j'ai ouvert mon projet et on va voir ce qu'on a dit en fait. Normalement, si tout a bien marché, je devrais avoir dans mon POM. Donc moi, j'ai précisé que j'avais besoin de la dépendance sur Spring Data et Elasticsearch, donc que je vois bien ici, parce que je l'ai demandé explicitement au moment où j'ai fait la commande, au moment où j'ai exécuté la commande. Donc c'est l'équivalent de venir sur l'interface et de taper comme dépendance ici Spring Data et Elasticsearch. C'est exactement la même chose, plus ou moins en ligne de commande. Lorsque je fais ça, il faudrait que derrière, automatiquement, il me rajoute ma librairie à moi. Donc, on va voir s'il a fait. Donc, ici, si je vais dans le POM, donc là, j'ai bien la dépendance sur Spring Data Elasticsearch. Et est-ce que j'ai ma dépendance à moi? Oui, elle est là. Donc, là, ici, il a automatiquement rajouté ma dépendance custom à moi, qui s'appelle la dépendance de test JUnit. Comme j'ai utilisé une version supérieure à la version 2.2 de Spring Boot, donc il m'a rajouté la dépendance en version JUnit 5, donc Jupyter, qui se retrouve ici. Donc là, ça veut dire que mon customizer qu'on avait défini ensemble ici, non, plutôt ici, ça veut dire qu'il est bien passé par mon customizer et qu'il a en fait, il a fait ça. Donc, il a rajouté automatiquement dans mon pom.xml ou dans mon Gradle, build.gradle, il a rajouté la dépendance vers cette librairie-là parce qu'il a détecté que je voulais faire du Spring Data Elasticsearch. Donc là, c'est
une première customisation qu'on a fait qui fonctionne. C'est tout ce que j'ai customisé sur cet exemple-là. Donc, du coup, on a bien dans le POM la dépendance qui a été rajoutée. On pourrait tester en choisissant une version inférieure de Spring Boot pour voir s'il rajoute bien la dépendance, la version JUnit 4 plutôt. Mais bon, je ne l'ai pas fait, mais ça fonctionne pareil. Maintenant, on va tester une autre génération. Cette fois-ci, ce que je voulais customiser, c'était quoi? C'était de dire que si je rajoute une dépendance à ma librairie de test, automatiquement dans mon répertoire, il doit me créer un répertoire de test qui s'appelle ESData. Il va continuer à mes fichiers de test. Donc, on va voir s'il a fait ça aussi. Donc là, ici, plutôt que de préciser qu'on veut utiliser Data Elasticsearch, je vais plutôt lui dire que je vais utiliser donc, ma dépendance à moi custom. Donc, c'est Spring US Data Loader JUnit-Jupyter. Bon, désolé pour le nom à rallonge. Voilà, donc ça, c'est ma dépendance à moi. Je vais générer un deuxième projet. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est un peu ce que vous auriez fait sur le starter officiel, donc en générant des projets Spring Boot, ce que je vais faire en ligne de commande pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc voilà, je vais le générer, alors plutôt dans le répertoire au-dessus de ça. Voilà, donc là, normalement, si ça s'est bien passé, j'ai un deuxième projet qui a été généré. Je vais l'ouvrir. Et pareil, on va l'importer dans IntelliJ pour voir un peu la gueule de la tête que ça. Pardon. Donc, open. Donc, toujours même endroit, document, sphère. Au niveau du timing, waouh, j'ai explosé le timing, désolé. Voilà, projet et le sphère 2. Donc là, je vais l'importer. New window, pareil. Donc là, ici, cette customisation, elle est super simple. Il devrait m'avoir généré un répertoire ESData dans le répertoire qui contient les ressources de test. Parce que j'ai dit que je voulais utiliser la librairie de test Spring Data Elasticsearch Loader. Du coup, on va regarder ici dans source, test, ressources. Voilà. Donc là, j'ai bien mon répertoire qui a été créé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a détecté que j'avais une dépendance sur ma librairie de test à moi. Donc, ça, c'est notre use case. Hein. Ça pourrait être un autre scénario, mais là, dans mon use case, c'était de dire, si j'ai ma dépendance de test qui est importée, automatiquement, pour en fait forcer les bons guidelines, je vais préconfigurer certaines choses dans le projet qui va être généré. Là, en l'occurrence, quand on utilise cette librairie de test-là, il est recommandé d'avoir un dossier de test qui contiendra les fameuses fixtures qui vont être chargées avant et après chaque test dans Elasticsearch. Et dans ce répertoire-là, c'est un répertoire dont le nom est standardisé à ESData pour Elasticsearch Data. Et donc, là, mon générateur, il a effectivement fait ce travail-là. Il a détecté que j'utilisais la librairie de test et donc il a automatiquement modifié la tête de mon projet en fonction du fait que j'utilise cette dépendance-là. Donc, concrètement, ça veut dire qu'il est passé par ça veut dire qu'il est venu ici. Il a détecté que j'ai utilisé String Data Elasticsearch Loader. Il a exécuté ça. Donc, ça, c'est quoi? C'est un simple code dans lequel je dis, OK, ça, ça représente le root de mon futur projet que je vais générer. Et c'est du code Java qui est assez basique. Tout ce que je fais ici, c'est que j'utilise l'API Java 7 pass pour générer un dossier dans le répertoire de test, source test ressources, qui s'appelle USData. Donc, ça, c'est ce que fait ce générateur-là, en fait, ce contributeur-là. Donc, il se contente de générer un fichier de test dans ce répertoire-là. Donc là, voilà. Donc là, ça montre bien les différents use cases. Encore une fois, là, c'est des use cases qui sont assez simples, mais on peut très bien imaginer des scénarios beaucoup plus complexes dans lesquels par exemple, je créerais des fichiers de tests, par exemple, en fonction du fait que j'ai telle ou telle dépendance. Supposons, par exemple, que dans mon projet, je mette une dépendance sur du Apache Kafka et que dans mon entreprise, j'ai des guidelines sur comment se connecter à Kafka, comment écrire un connecteur Kafka. Je peux imaginer que lorsque je détecte cette dépendance-là, que dans mon générateur d'application Spring Boot, juste pour cette dépendance, je vais générer dans mes fichiers de test, mes fichiers d'application, je vais générer par exemple un contrôleur qui va effectivement faire du Kafka et avec du code que moi j'aurais généré à moi qui suit les guidelines de l'entreprise et qui est la façon de faire pour en gros communiquer avec Kafka. Donc c'est vraiment super puissant.
Et ça va bien au-delà que de juste simplement créer des fichiers. Vous pouvez vraiment faire des traitements beaucoup plus complexes que ça. Et à chaque fois, donc, comme vous avez vu, c'est sur des bins, des simples bins Java. Donc, vous avez accès à toute la puissance de Java pour pouvoir faire ça. Ici, je crée des fichiers. On peut imaginer que je fais des requêtes vers un serveur pour récupérer des informations ou récupérer des clés, des choses comme ça dans l'entreprise et faire des scénarios beaucoup plus poussés que ça, en fait, parce que c'est que du code. Et en fait, vous pouvez le changer enfin, vous pouvez le complexifier comme vous voulez en fonction de votre use case. Donc voilà, donc là, on a un peu fait le tour de ce qui est possible de faire. Encore une fois, hein, c'est qu'une petite partie de ce qui est réellement possible. Ça va beaucoup plus loin. La librairie est super complète. Et juste pour rapidement voir, donc là, ici, vous avez différents types de contributeurs qui existent pour pouvoir générer différents aspects de votre application qui va être générée par la suite. Mais vous pouvez très, très bien... alors, je sais plus comment ça marche, je sais pas si ici, voilà. Ici, ça, c'est le fameux générateur qui permet de modifier les fichiers qui vont être créés dans le générateur final. Vous avez d'autres types en gros, d'extension hook, donc de points d'extension, qui permettent de modifier d'autres aspects de la génération du projet. Par exemple, si vous voulez rajouter les fichiers du source code, par exemple, du code source, vous avez d'autres générateurs qui existent ici que vous pouvez étendre et donc, du coup, avoir tous les objets qu'il vous faut pour rajouter du code source, par exemple. Donc, c'est super puissant. Mais là, pour notre scénario, on va s'arrêter là. Et donc, on a réussi à faire, en fait, à faire à peu près tout ce dont on a parlé ici. Donc, pour récapituler, je vais commencer ici. Donc, pour récapituler, donc on a fait ça, on a customisé les méthodes data de notre projet, donc à savoir, par défaut, un nom d'artefact, un nom de groupe ID. On peut aussi éventuellement forcer le nom de l'artefact si on a des naming conventions dans notre entreprise, par exemple. On a limité le packaging à jar seulement, et on a exclu le war, parce que bon, le war, c'est un peu la old school, le jar, c'est la meilleure façon maintenant de packager des applications Java, avec Spring Boot en tout cas. On a limité les langages à Java. On a exclu Java 8 parce que c'est trop ancien. On a gardé Java 11 par défaut et Java 14. Le build system, on a exclu Gradle parce qu'on fait que du mapping dans l'entreprise. Au niveau des dépendances, on a récupéré toutes les dépendances de base qui sont dans le starter officiel et on a rajouté notre librairie à nous, qui est, on va dire, notre librairie, la librairie qui est dans l'entreprise. Par exemple, on pourrait en avoir plusieurs d'autres éventuellement ici. Ici, ce sont nos considérations qu'on a fait ensemble. Donc, on a dit que si il utilise String Data Elasticsearch, donc la librairie officielle, il faut automatiquement qu'on ajoute notre librairie à nous qui permet de tester facilement ce genre de projet en permettant de charger la base de données Elasticsearch en l'occurrence. Ça, c'est une première considération qu'on a faite. L'autre considération qu'on a faite, c'était de dire s'il utilise notre librairie de test, on va automatiquement préparer on va dire le terrain en créant le dossier qui va contenir les fameux fichiers de test qui sont chargés avant et après chaque test. Donc, ça, c'était ça la deuxième considération qu'on a faite. Et comme on a pu le voir avec le générateur, au moins, on spécifie qu'on a la dépendance qui est ciblée. On a bien une génération qui est adaptée et qui est vraiment taillée par rapport à ce qu'on a demandé comme dépendance. Donc, tout ce que vous avez vu ici, vous pouvez le retrouver sur mon GitHub. J'ai pushé le code un peu avant la réunion. C'est complètement à jour à ce que je vous ai présenté. Si vous voulez après repartir sur chaque classe, vous pourrez y accéder via cette URL-là ou via le QR code. S'il fallait conclure, donc là, on a vraiment on va dire, gratté la surface de ce qui est possible avec la librairie InSlicer. Il y a des aspects dont je n'ai pas parlé. Par exemple, il est possible de mettre en place du caching parce que lorsque vous utilisez le générateur, il y a un certain nombre de fichiers qui sont utilisés, qui servent de template, par exemple, pour générer la tête par exemple, dans le générateur officiel, vous avez des fichiers, par exemple, un fichier de README. Si je retrouve mon navigateur, ce sera bon. Ah ben oui, je suis en train de le présenter. Est-ce que je peux sortir? Je peux plus sortir. View. Bon, c'est pas grave. Sur le générateur, donc, vous avez la possibilité
donc de customiser, oui, je parlais de caching. Il y a des fichiers qui sont utilisés comme, comme fichier d'exemple pour votre librairie. Par exemple, si je reviens sur ce qui a été généré, ici, ce fichier-là, il était généré automatiquement par le starter. C'est un template qui est derrière. Et si vous l'exécutez plusieurs fois, à chaque fois, il va récupérer tout le contenu dans le disque et il va à chaque fois donc, utiliser depuis le disque pour pouvoir faire la génération. Vous pouvez en fait utiliser le caching qui est embarqué dans la librairie Initializer, qui va faire en sorte que lorsqu'il utilise un fichier de template, par exemple au moment de la génération, qu'il le garde quelque part en mémoire pour pouvoir faciliter les futures générations par la suite. C'est pendant que dans votre entreprise, vous avez beaucoup de gens qui utilisent le générateur. Si à chaque génération, il relie les fichiers depuis le disque, ça peut éventuellement prendre du temps. Donc, vous pouvez tirer parti du caching qui est disponible dans la librairie Initializer en utilisant donc les fonctionnalités de base de caching de Spring Boot. Vous avez également la possibilité, au niveau par exemple, de vos dépendances, de réduire le scope de ce qui est possible d'utiliser comme dépendance en fonction des versions de Spring Boot ou de Java ou du type de langage qui est disponible. Supposons par exemple que votre librairie n'est pas compatible avec Spring Boot, je ne sais pas, 2.4. Vous pouvez en fait dans votre fichier YAML de définition des properties, on n'a pas vu ensemble, mais je vais vous le montrer là maintenant. Vous avez une section où vous pouvez en fait customiser les versions pour lesquelles votre dépendance est disponible. C'est le cas dans comment dire, les dépendances officielles. Là, par exemple, ici, pour la dépendance cloud, donc c'est une dépendance officielle de Spring, donc Spring Cloud Load Balancer. C'est disponible qu'à partir de la version 2.2 de Spring Boot. Si vous avez une version ancienne, vous n'allez même pas avoir cette dépendance-là dans votre liste de dépendances. Donc, ça, c'est un exemple de customisation. Vous pouvez préciser des ranges qui définissent, en fonction de la version de Spring Boot, si votre dépendance doit être visible ou pas pour vos utilisateurs finaux. Donc, ça, c'est un exemple de customisation. Et jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, on n'avait pas d'interface graphique. Alors, pourquoi? En fait, c'est parce que le Spring Initializer de base, c'est la partie, on va dire, back-end qui est derrière le starter officiel start.spring.io. Mais la partie graphique, la partie web graphique, c'est un autre projet à part, donc qui est sur un autre repository Git, qui malheureusement n'est pas encore extensible en tant que librairie. Si vous voulez le faire, vous pouvez quand même le faire en en forquant le projet, malheureusement. Il n'y a pas d'autre solution pour l'instant. Ils sont en train de réfléchir pour permettre de aussi, plus tard, éventuellement, étendre la librairie graphique pour pouvoir avoir votre propre instance graphique de cette librairie, du générateur. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez avoir la même interface que le starter officiel, il faut que vous ayez sur le projet officiel. Donc, c'est sur le répertoire pardon, Git du projet Spring.io. Et c'est un sous-dossier qui s'appelle, un sous-module qui s'appelle Starter Client, qui contient en fait l'interface graphique que vous voyez, que vous connaissez bien. Et pour info, c'est du React. J'ai un peu regardé le code, c'est plutôt bien fait. Mais bon, comme c'est du React et que moi je suis pro Angular, ça m'a un peu piqué les yeux. Mais bon, pour ceux qui aiment bien du React et qui veulent s'amuser à le customiser, c'est quand même possible de le faire. Et c'est possible donc du coup d'utiliser la partie graphique du starter officiel et de le connecter à votre backend que vous avez vous généré en fait. Donc le backend que nous on a généré plus ou moins ici, je peux le connecter avec le starter officiel une fois que j'ai forqué le projet. Voilà, donc c'est un aspect aussi qui est sensible. Après, c'est aussi possible, je ne l'ai pas montré jusqu'à présent, mais comme je vous disais, vous pouvez soit utiliser donc le navigateur web pour pouvoir accéder au générateur ou la console, ou vous pouvez aussi utiliser votre IDE pour pouvoir en fait avoir plus ou moins la même expérience. Sur IntelliJ Ultimate, vous avez un plugin qui permet de s'interfacer avec un backend qui sert une application Spring Boot Generator. Moi, je n'ai pas IntelliJ version Ultimate, j'ai plutôt l'outil, la version Eclipse de l'IDE, donc le Spring Tool Suite, qui permet aussi de faire la même chose. Donc ici, par exemple, c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je vais vous montrer rapidement. Ici, je peux, par défaut, il se connecte au starter officiel, mais je peux ici changer et dire, OK, non, utilise plutôt mon backend à moi. Comme ça, je vais avoir en fait une interface et puis ça sera peut-être plus intéressant et plus intuitif pour l'utilisateur après à utiliser par la suite. Donc ici, je précise le port.
le serveur, il tourne. Normalement, ah oui, il faut juste que j'enlève le S parce que ce n'est pas sur un HTTPS. Donc voilà, donc là, je retrouve en fait. Donc là, il a généré l'interface comme si c'était une génération classique, sauf que vous allez voir ici que il s'est servi des valeurs que mon endpoint a renvoyées. Donc par défaut, moi, j'avais précisé que j'avais que 2 versions de Java, 11 et 14. La 11 étant la version par défaut. Alors ici, malheureusement, il ne reprend pas les informations de base du metadata du projet, donc le groupe ID, etc. Par contre, le reste, il les reprend. Donc ici, si je poursuis la génération, je pourrais générer un projet Maven par la suite parce que je n'ai pas supporté la version, j'ai pas supporté les versions Gradle. Donc du coup, à ce stade, si je lançais la génération, ça reviendra en fait à faire le fameux curl que j'ai fait ici, sauf que là, je le fais depuis l'interface graphique du plugin qui est dans l'IDE en fait. Donc c'est aussi une alternative si vous avez une interface graphique et non pas passer par la commande pour lancer les générations. Voilà. Et après, donc, comme je disais, c'est possible de customiser énormément de choses au niveau du générateur. Là, nous, ici, on n'a pas vraiment renforcé de guidelines par rapport, par exemple, au nom des packages ou au nom du groupe ID du projet. Mais vu qu'on a la main sur la génération, on peut très bien imaginer que si l'utilisateur entre un groupe ID qui est différent du groupe ID de base que nous, on veut qu'il utilise, parce que c'est standardisé dans l'entreprise, on peut très bien forcer, par défaut, le groupe ID que nous, on veut mettre, en fait, juste avant la génération. C'est transparent pour l'utilisateur, c'est centralisé quelque part dans le générateur, et donc ça évite en fait, d'avoir des projets qui vont être créés, qui vont avoir une tête qui est différente en fonction de qui a utilisé le générateur. Donc c'est vraiment un point central pour vraiment renforcer les guidelines et les best practices de l'entreprise. Comme j'ai dit, on n'a vraiment fait que gratter la surface de ce qui est possible. Le site officiel du starter qui est en ligne contient encore d'autres exemples de customisation qui sont possibles de voir. Et vous pouvez voir que ça va vraiment très, 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 très loin. Et on peut faire vraiment plein de choses assez complexes pour vraiment, en gros, personnaliser au maximum notre générateur. Voilà, c'est tout pour la présentation. Donc là, vous pouvez retrouver ici les différents liens intéressants que vous pouvez utiliser pour si vous voulez apprendre davantage sur la librairie Spring Initializer. Donc là, le premier lien, je ne répète pas de le mettre, c'est un lien générique sur Spring Boot. Le deuxième lien, c'est le guide officiel de la librairie Spring Initializer, donc où vous retrouvez les différents concepts, les différents customizers qui sont possibles d'étendre, les différentes annotations qui sont possibles d'utiliser, les différents lifecycles sur lesquels vous pouvez vous connecter pour pour customiser différents aspects de votre génération, etc. Et en dessous, c'est un article qui est sur le blog officiel de Spring Boot qui explique comment Netflix a créé son propre générateur justement pour en fait leurs propres besoins à eux. C'est super intéressant parce que ça vous montre un peu ce que peut faire le générateur et ça reprend un peu ce qu'on a vu ensemble en termes de customisation. Donc, c'est aussi une bonne lecture pour voir à quoi peut ressembler un générateur fait maison. Voilà. Et donc, tout ça, vous pouvez le retrouver du coup sur mon GitHub également. Je vous enverrai le lien par la suite. Vous pouvez également retrouver le projet que j'ai montré, qu'on a vu ensemble. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Et merci de votre attention.